Je trouve que le titre est très bien choisi, défi sociétal et scientifique. On a d'abord abordé le point de vue scientifique, c'est-à-dire que beaucoup de gens se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que ces maladies neurodégénératives, comment on les diagnostique, comment est-ce qu'on les repère. On s'est attaqué à ça d'abord. Et alors pourquoi on s'attaque à ça? Parce que c'est d'abord et avant tout un enjeu sociétal. On a plus de 250 000 nouveaux cas d'Alzheimer en France chaque année qui attendent entre 3 et 5 ans pour avoir un diagnostic. Et c'est pour cette raison qu'on doit amener toute la science qui est développée dans les laboratoires jusque dans la clinique et auprès des patients. Pour qu'on raccourcisse ce temps, il y a la science, en effet, être capable de trouver le bon truc à regarder. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le sang? Est-ce que c'est un test cognitif? C'est le premier aspect du problème. Le deuxième aspect du problème, c'est avoir un réseau de soins, des parcours de soins et des professionnels de santé compétents pour aller trouver ces personnes et être en mesure de les diagnostiquer. Il faut savoir qu'un parcours de soins, c'est sans doute voir 1, 2, 3, 4 médecins, faire des tests, des analyses en plus. Et c'est tout ce parcours, tous ces professionnels de santé, ces examens, qu'on va essayer de remettre dans le bon ordre avec notre plateforme. Nous, chez Hope Valley AI, en fait, on est très spécialisés. On a commencé avec les cancers, puisqu'effectivement, aujourd'hui, 40% des cancers, sont évitables par la prévention. Donc là, effectivement, il y a d'autres éléments, notamment sur la nutrition, sur beaucoup de facteurs de risque que nous pouvons adresser donc dans un premier temps. Et puis, le reste des cancers sont adressables, on va dire, on peut les vaincre par la détection précoce. Donc, c'est sur ces deux piliers que sont la prévention et la détection précoce que nous agissons, sachant qu'aujourd'hui, 40%, notamment sur le cancer du sein, qui est notre premier use case, en fait, c'est 40% de femmes qui développent un cancer du sein. En fait, elles n'ont pas été identifiées dès le départ comme étant un risque. Pourquoi? Parce que le cancer du sein, ce n'est pas une maladie qui apparaît du jour au lendemain. C'est une maladie, c'est une pathologie, c'est un peu comme la majorité des cancers, mais je pense aussi que c'est le cas pour les maladies neurodégénératives. Il y a une longue incubation de plusieurs années où effectivement la maladie se développe de manière silencieuse, invisible. Et c'est là le rôle que nous développons chez Hope Valley AI avec une solution d'IA multi-échelle, brevetée, et qui est accordémente, qui va permettre de jouer un peu le rôle de Harry Potter en levant la cape d'invisibilité sur le cancer du sein et les cancers et aller les détecter à un stade très précoce, stade 1, voire stade 0. Mais nous, effectivement, en tant que start-up qui provide des solutions d'IA, on apporte en fait des solutions d'aide IA assistée à la prise de décision médicale, en se basant sur des données, bien sûr, d'imagerie médicale, d'historique médical, de données cliniques, de bilan sanguin, etc. Mais également, et ça c'est très important, avec des données collectées en vie réelle à partir d'une auto-évaluation, d'autodéclaration, notamment sur notre application Hope, qui est déjà disponible sur les stores et qui n'est pas un dispositif médical, mais qui va permettre d'accompagner les patientes et d'apporter des éléments, des données pour pouvoir faire fonctionner nos algorithmes, pour que le médecin ait la vision la plus globale possible et la plus en amont possible pour pouvoir stratifier finalement ces patientes et faire finalement un parcours de soins ultra personnalisé. Et je pense que c'est ça vraiment le défi que porte aujourd'hui la médecine du futur, la médecine prédictive, sur cette détection précoce et l'ultra personnalisation très rapide des patients. Nous, le constat qu'on a fait chez Intercio, c'est qu'effectivement, les médecins, pour avoir accès à l'information, ils ont besoin de rencontrer des solutions innovantes. Et les startups, souvent, c'est elles qui vont porter ces innovations, notamment en termes de maladies neurodégénératives. Et la particularité de ces startups, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes moyens financiers qu'un gros groupe, un big pharma, et elles ne peuvent pas se permettre d'envoyer des visiteurs médicaux pour couvrir l'ensemble du territoire français. Donc nous, ce qu'on propose à ce type de société, à ces startups, c'est qu'elles viennent présenter leurs innovations sur notre plateforme. Et comme ça, elles peuvent couvrir l'ensemble des professionnels de santé en un clic. Le médecin va pouvoir donc découvrir des innovations qui sont extrêmement spécifiques et très porteuses d'espoir pour les patients, puisqu'effectivement, un patient qui est atteint d'une pathologie neurodégénérative a quand même intérêt à bénéficier le plus rapidement possible d'une solution qui va pouvoir améliorer ou à tout le moins stabiliser son état. Initialement, la plateforme, elle était vraiment destinée à ce que les industriels, donc les startups au Big Pharma, fassent connaître leurs innovations. Et rapidement, on a des établissements de santé qui sont venus nous trouver pour nous dire, nous, on a des innovations thérapeutiques, notamment autour du parcours de soins, ou des idées qu'on a développées avec la PHP pour identifier des carences nutritionnelles chez les patients et voir un petit peu comment on pouvait faire rayonner ces innovations d'un établissement hospitalier à l'ensemble des praticiens en France.
Donc il y a un industriel avec lequel on travaille depuis quelques années qui nous a expliqué avoir identifié qu'une carence nutritionnelle avait un lien direct avec la pathologie d'Alzheimer. Donc là, c'est en train d'être publié. Donc l'étude va apparaître très prochainement. Et si on imagine que si on peut combler cette carence avant qu'elle affecte la pathologie, on pourrait intervenir effectivement en amont et limiter les risques de survenance de la pathologie. Le constat que je fais là, en nous écoutant parler, c'est que la science a déjà fait son travail. Les innovations scientifiques existent déjà, elles sont dans les laboratoires, des dizaines de milliers de brevets ont été déposés en France, des papiers scientifiques ont été écrits, on a du code dans des repos, on a énormément de science qui a déjà été créée. Cette science, malheureusement, elle se retrouve dans les hôpitaux, donc on parlait des CHU, à la PHP, dans certaines, un peu, je les appelle les tours d'ivoire. Elle se retrouve dans les labos de recherche, mais elle reste là-bas. Et ce qui manque, c'est l'accès ou la passerelle qu'en fait on est en train de faire et sur laquelle se positionnent beaucoup de startups, qui est comment est-ce qu'on prend ces sciences, comment on prend ces développements scientifiques et qu'on les amène vers les praticiens, vers le parcours de soins, vers les patients. Et ça, ce chaînon, il n'existe pas. Et l'une des difficultés principales que j'entrevois et qui existe, c'est celle qu'on voit tous, c'est que les médecins n'ont pas que ça à faire. Le système est débordé, il est cassé et il y a beaucoup de difficultés à amener ces nice to have, des choses qui ne sont pas obligatoires pour les médecins. Il faut quand même trouver une manière de leur mettre entre les mains et de leur faire utiliser ces outils. Et ça, c'est une des difficultés majeures qu'on a. Moi, j'ai le sentiment que ça passe par convaincre quelqu'un qu'on fait la bonne chose. Et ça, c'est très difficile parce que la personne n'a pas de temps à nous accorder pour nous écouter. Il faut qu'elle ait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et qu'on ait juste ce petit temps pour la convaincre qu'effectivement, c'est un peu de temps qu'elle va perdre au début, mais c'est du temps qu'elle va gagner sur le long terme, et c'est comme ça que les idées vont diffuser. Et l'autre élément qu'ils vont rechercher, c'est vraiment la rapidité de l'information, donc il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement pointu et très rapide. Mais ils sont vraiment demandeurs de solutions parce qu'ils savent que nous apportons des solutions pour eux, pour les aider dans leur prise de décision. Mais en fait, ils demandent quand même effectivement de la performance. Par exemple, pour nous, de l'IA, qu'elle soit ultra performante, mais qu'elle soit aussi ultra explicable, ultra transparente. Voilà, ils ne veulent pas de boîte noire, ils ne veulent pas de réseau de neurones, mais ils veulent la performance d'un réseau de neurones. Et puis, effectivement, ils veulent avoir aussi des solutions simples. Ça a été notre première préoccupation pendant pas mal de temps, en effet. Ce que tu disais, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner sans leur prendre du temps, non pas dans la persuasion initiale, mais dans leur quotidien. C'est un enjeu très délicat. Ils ont 10 logiciels. Enfin, le meilleur exemple, c'est le dossier médical partagé qui a été lancé. Et bon, je ne sais pas si quelqu'un bosse dedans là-dessus, mais ça ne s'est pas très bien passé, disons, au début. Parce que le retour des médecins, c'est oui, j'aimerais avoir ces données, mais je n'ai pas le temps, moi, de les intégrer en permanence. Il faut que quelqu'un le fasse à ma place. Et donc, il y a eu tout un tas d'initiatives gouvernementales, en passant par les pharmaciens, en passant par tout un tas de proxys. On a une difficulté à avoir du temps de médecin dédié sur autre chose que du soin. Et quand on connaît les difficultés qu'ont les médecins à trouver du temps médical en ce moment, on n'est pas certain qu'ils trouvent ce temps bientôt. Donc on espère en tout cas... Moi, je suis convaincu que les outils digitaux, s'ils sont bien faits et s'ils ne vont pas dans le sens de la substitution du médecin, seront un atout pour eux pour avoir plus de temps pour faire des choses intéressantes. Juste pour rebondir sur la volonté d'intégration, on voit qu'elle est vraiment partagée par plein d'hôpitaux. Je pense notamment à des établissements de santé comme Bergonié qui ont vraiment compris la nécessité de faire le lien entre leur structure et ensuite les médecins de leur zone d'adressage et des infirmiers. Et ce qu'on a notamment comme exemple et comme use case, ça a été de communiquer auprès d'un protocole qui avait été mis en place par l'Institut Bergonié auprès de tous les médecins et les infirmiers de leur zone d'adressage pour permettre aux patientes de réduire jusqu'à 4 jours leur durée d'hospitalisation. Donc c'est quand même extrêmement significatif, donc toujours sur la base du volontariat des patientes, mais on retrouve là cette volonté en fait des médecins hospitaliers de refaire du lien avec les médecins de ville et les infirmiers, ce qui n'est pas toujours évident en pratique pour eux. La prévention numérique, c'est quelque chose de très puissant, justement, pour faire face aux maladies. Et effectivement, aujourd'hui, les patientes, les utilisateurs ou les utilisatrices de la population en général sont demandeurs. Et aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, elles font attention
et sont, on va dire, ce capital santé. Voilà, pour eux, c'est quelque chose de très important. Sauf que le vrai souci en termes de santé publique et de déploiement de cette puissance qu'a la prévention, c'est la prise en charge, en fait. La vraie problématique, le vrai défi, c'est la question de la prise en charge. En France, on est pris en charge que lorsqu'on est malade. On n'est pas pris en charge pour prévenir la maladie. Est-ce que le digital va permettre aux gens de s'auto-saisir de leur santé ? Je ne suis pas sûr que le digital soit un changement de nature. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui voulaient se saisir de leur santé pouvaient le faire. Les gens qui étaient dans le déni pouvaient le faire aussi. Je ne suis pas sûr que le digital ait changé beaucoup la donne. En revanche, là où je vois une très grande différence, c'est dans les résultats. On avait l'habitude d'avoir des résultats très binaires, oui ou non. Et on rentre de plus en plus dans des résultats algorithmiques dont la conclusion est une probabilité. Et pour plein de raisons que je n'évoquerai pas, notre cerveau n'est pas fait pour la probabilité et on n'est pas en mesure de la comprendre. Si je vous dis que vous avez une probabilité de 80% d'avoir un cancer, qu'est-ce que vous en faites ? Je vais rester sur les 20% qui me disent non, tu l'auras pas. Mais exactement, il y a ce vrai problème de compréhension de la probabilité et le cerveau n'est pas prêt à faire face. La question, c'est une fois qu'un algo a sorti sa probabilité, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait pour le patient s'il le fait en autotest ? Ou qu'est-ce qu'en fait le médecin s'il a ce résultat ? Et il y a beaucoup de logiciels d'aide à la décision qui se basent là-dessus. Malheureusement, à ma connaissance, on n'a pas trouvé l'élément manquant qui permettrait de mieux appréhender ces probabilités. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir aussi tout à l'heure, on parlait côté patient, on voit qu'il y a des gens qui vivent vraiment au quotidien avec leur maladie et qui ont développé beaucoup de moyens d'imagination et qui ont consacré du temps sur leur pathologie, qui sont devenus non seulement des patients experts, mais qui sont maintenant en mesure de proposer leurs propres solutions. Je pense notamment à la société Diam Park, dont le fondateur était atteint de la pathologie, donc c'est une maladie aussi neurodégénérative, et il a proposé, lui, des solutions en ce sens. Donc ça permet aussi de vraiment étendre tout le champ des possibles et le partage d'expériences de façon extrêmement large. Enfin, moi, je vois deux types de synergies très importantes. La première, elle est dans la proposition de valeur qu'on apporte. Il est très difficile pour une start-up d'apporter une proposition de valeur à ce point intéressante pour un gros acteur. Un gros acteur cherche des solutions très importantes. Une start-up, c'est très difficile de les apporter. Quand on est plusieurs, on peut arriver avec un portefeuille d'innovation, ce qui est plus simple. Le deuxième avantage que je vois au réseau des Carnot ou aux écosystèmes, c'est les compétences. Il est inévitable, le nombre de compétences que doit avoir une start-up, notamment dans un milieu réglementaire très complexe, dans un milieu où l'accès aux professionnels de la santé est complexe aussi. Le nombre de compétences, marketing, sales, réglementaire, IT, tech, produits, est très vaste et c'est très dur pour une start-up de 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes de les avoir. Le fait de mutualiser de la connaissance permet d'aller beaucoup plus vite, de savoir à quelle réglementation on fait face, quel est le type d'accès qu'on peut avoir aux médecins ou aux autres acteurs. On oppose très souvent les chercheurs et les entrepreneurs, et je ne comprends pas pourquoi, dans la mesure où les deux cherchent et les deux ont leurs propres problèmes à trouver. Il n'y a pas une délégation de problèmes, c'est bien le sien. Et en ce sens, en tout cas de mon expérience, j'ai trouvé le passage extrêmement simple, en termes d'état d'esprit en tout cas. Pas dans le produit, mais en tout cas dans l'état d'esprit qu'il faut avoir pour résoudre le problème, je trouve qu'il est très similaire. Comment on simplifie au maximum notre solution pour qu'elle soit adoptable, et puis parfois effectivement de dire mais en fait on va s'adapter, et ça c'est un apprentissage, et le chercheur généralement on a cette habilité à le faire parce qu'on a l'habitude des problèmes complexes, de la résolution multi-échelle de problèmes complexes, et d'aller vers la solution la plus simple. Moi je suis matheuse, et donc on sait que la meilleure démonstration en maths, c'est pas la démonstration la plus longue ou la plus complexe, c'est la démonstration la plus rapide en quelques lignes. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat, quand on est scientifique, et c'est vraiment une chance pour ça en fait. Ne pas attendre, on en parlait ce matin. Les problèmes ne se résolvent pas en médecine quand on ne les regarde pas, et dans les maladies neurodégénératives ou cancer, elles ont tendance à s'aggraver. Donc si vous avez des doutes, il existe maintenant plein d'outils, le nôtre, mais en fait il en existe pléthore sur internet ou ailleurs. Allez les chercher et devenez acteur de votre santé ou de celle de vos proches.
On a un capital santé. Et avec le temps, avec l'âge, en fait, ce capital santé, il va aller se dégrader. Mais on a le pouvoir de le maintenir très bien et même de l'augmenter plutôt que... C'est pas une fatalité, là. Voilà, donc cette vision de capital santé, c'est pour ça que nous, on parle de capital santé mammaire. On parle pas de cancer du sein, on parle de santé mammaire. On va préserver notre santé mammaire et on va être proactif. Donc ça, c'est vraiment la première idée. Et le deuxième point par rapport aux plateformes du côté médecin, industriel, professionnel de santé, nous, ingénieurs scientifiques, on a besoin de co-construire, j'utilise le terme co-construire nos solutions avec les utilisateurs finaux, qu'ils soient industriels, qu'ils soient patients, que ce soit professionnels de santé, parce que c'est en comprenant, les écoutant, quels sont leurs besoins pour nous qu'on fasse ce travail-là, mais on ne peut pas effectivement avoir cette approche de construire la meilleure technologie, la plus performante qui mérite d'être publiée dans Nature. Le marché n'a pas besoin de ça, il a besoin de résoudre un problème facilement, rapidement et avec un coût le plus bas possible pour que ce soit éthique et équitable avec un accès le plutôt rapide sur le marché. Peut-être le maître mot, ce serait de rester curieux, puisqu'effectivement, on voit que les industriels, des fois, ils ont envie de travailler avec des startups, mais ils sont un petit peu hésitants. Et le temps qu'ils perdent à cogiter sur une réflexion, on aurait aussi vite fait de mettre en place un use case avec des résultats qui vont être extrêmement valorisables pour les deux entités. Et pour les médecins, soyez curieux aussi, puisque le patient que vous avez en face de vous avec sa problématique, peut-être qu'un autre médecin ou une autre start-up se sera déjà penché sur un cas similaire et aura aussi une solution qui pourrait vous inspirer dans votre quotidien.